Alors, c'est la dernière conférence de la salle 8 d'aujourd'hui, du deuxième jour. Alors, c'est la dernière, mais c'est the last but not the least, vu que nous allons améliorer l'expérience client avec Univers Retail. Et je vais céder tout de suite la parole à Galia, qui est consultante senior d'Univers Retail. Galia, c'est à vous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ghislain et moi-même sommes ravis d'être parmi vous cet après-midi. Nous allons vous faire découvrir l'importance de l'intégration des outils digitaux dans les points de contact physiques et leurs influences sur le parcours client ou le parcours consommateur. Il est important de mettre en avant la définition de l'agilité dans le cadre de cet atelier. Nous tenons à ce que l'approche soit non seulement présentée parmi nos convictions, mais qu'elle soit imprégnée dans notre façon de faire. Un parcours client agile fait référence à une approche flexible et itérative dans la conception et la gestion de l'expérience client tout au long de leur interaction avec la marque. Et l'approche agile, dans ce parcours, vise à améliorer continuellement cette expérience en s'adaptant aux besoins des consommateurs ou de ses clients. Avant de vous dévoiler les 10 points à retenir quant à l'intégration des outils digitaux dans le parcours client, nous triangulons le concept de l'expérience en se basant sur la marque, le client et le point de contact physique. Nous présentons ensuite les convictions d'Univers Retail quant à la thématique. Et CloudShelf nous présentera plusieurs success stories relatifs à la solution qu'il propose. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à nous poser des questions relatives à ces use cases, si vous en avez. Dans un contexte omnicanal, une marque a pour objectif de concevoir un parcours fluide et sans friction entre les divers points de contact qu'elle a adoptés. La conception et la gestion du parcours est centrée sur le consommateur. Elle est customer-centric. Elle prend en compte tout élément pertinent au consommateur et qui correspond à ses envies, à ses habitudes et à ses besoins. Ce parcours se crée entre l'ensemble des points de contact que la marque adopte et s'aligne naturellement avec son positionnement. Ces points de contact peuvent correspondre à différents formats, online, offline, événementiel, éphémère, à condition que chacun réponde aux objectifs de la marque, mais chacun réserve ses facteurs de différenciation. Une marque effectue des choix quant aux outils numériques et à l'intégration des outils dans les points de contact, afin que l'expérience de contact soit homogène et congruente à la marque. Je vous donne un exemple. Si vous visitez la boutique Hermès rue de Sèvres, vous remarquez qu'on a planté dans l'espace prêt-à-porter féminin des installations digitales. Ces installations sont cohérentes avec toutes les dimensions esthétiques et sont en harmonie avec le design de cet espace. In fine, l'objectif de la marque est d'arriver à gérer ces divers points de contact de façon individuelle dans un premier temps et de façon holistique dans un deuxième temps. Et c'est à ce moment-là que l'expérience de contact sera homogène. La marque choisit les outils numériques correspondant à chacun des points de contact et aux consommateurs qui la fréquentent. Et c'est important de noter que son objectif est de s'assurer que le parcours client est fluide au travers l'implantation des divers outils numériques dans les différents points de contact. Par exemple, si elle a un point de contact online, un drive, un click and collect, un pop-up et ainsi de suite. Et en partant de cette logique customer-centric, il est impératif de connaître les besoins des consommateurs, leurs attentes et leurs aspirations. Le consommateur est à la recherche d'une expérience qui peut qualifier comme étant une expérience positive. Cela dit, le contact avec la marque ne peut à aucun cas poser contrainte. Le consommateur a plusieurs attentes de la marque
et des outils digitaux qu'elle intègre. Il souhaite que son contact soit fun, facile et sans friction. Il veut bien s'immerger, se divertir et que tout accès à l'expérience soit intuitif et simple. Au niveau du point de contact physique, le consommateur s'attend à ce que les outils digitaux apportent de la valeur à son parcours. Par exemple, une cliente fidèle a essayé un jean taille 38 chez Promode, mais elle décide enfin de partir sur une taille 40. Elle demande à la conseillère de lui ramener la taille 40, mais victime de son succès, ce jean n'existe plus dans le point de contact. La conseillère va vérifier online et elle trouve effectivement que la référence existe. Elle va demander à ce moment-là à la conseillère si elle peut le lui ramener. Et donc, on se pose des questions. Si on veut venir récupérer ce jean en boutique, dans un autre point de contact, ou bien de le recevoir chez nous à la maison. Les outils digitaux s'intègrent harmonieusement au point physique, offrant un accès facile aux informations essentielles ou en répondant à toute question que le consommateur pourra avoir. Les outils mettent en avant des solutions de paiement faciles, sécurisées et qui sont pratiques à utiliser. Et ces outils donnent également des recommandations personnalisées aux consommateurs et la possibilité, comme on l'a vu, de choisir parmi différentes options de livraison ou de retrait. Il est important de noter que les outils digitaux ont un rôle essentiel en facilitant l'immersion du consommateur dans le point de contact et en améliorant son expérience de visite. Ils apportent une valeur ajoutée à l'expérience de l'interaction avec le lieu physique. De manière globale, les outils digitaux qu'on intègre dans l'ensemble des points de contact répondent aux besoins des consommateurs et de façon efficace et très engageante. Dans un contexte omnicanal, la conception de l'atmosphère du point de vente correspond à l'identité de la marque et à celle des consommateurs. Le choix des outils digitaux se fait en fonction du design de cette atmosphère. Il est impératif donc de tirer parti des avantages de cette interaction physique qui s'effectue entre le consommateur et l'outil digital. Et le but de la marque est de créer une expérience locale dans un premier temps et propre à chaque point de contact physique. Pour résumer, l'intégration des outils digitaux aide à la création d'une expérience locale et participe à la création d'une expérience globale et positive. Et à travers l'interaction du consommateur avec les outils digitaux, les marques pourront proposer des offres personnelles ou personnalisées. Mais le plus important, c'est que les marques pourraient collecter des données, de la data. Et c'est la valeur ajoutée de cette interaction. Finalement, la marque sera en mesure de se rapprocher de son objectif ultime d'améliorer l'expérience client. On peut aller passer à la prochaine. Parfait. Le retail est en pleine métamorphose et les marques doivent trouver un équilibre entre leur développement et leur croissance. Mais le consommateur devient d'autant plus exigeant, plus savant, averti, mais moins prévisible. Et les marques qui n'ajoutent pas de la valeur à l'expérience de consommation ou à l'expérience personnelle ou à l'expérience de magasinage ne feront plus partie de la consideration set ou la liste des considérations des consommateurs. En outre, les marques qui ont moins de flexibilité ou qui n'ont pas intégré le consommateur dans leur processus décisionnel en souffriront le plus. Et dans le contexte omnicanal, nous sommes convaincus que toute action relative à un point de contact doit ajouter de la valeur à l'expérience client et doit naturellement ajouter de la valeur à l'expérience globale. Donc, pour réussir dans un environnement commercial et en constante évolution, plusieurs stratégies s'imposent. Et chez Univers Retail, on pense qu'il est important d'adopter cette méthode agile
qui permet l'adaptation rapide à tout changement du marché. Il est important de reconnaître que le digital n'est pas l'ennemi. Il doit trouver la manière la plus appropriée à s'intégrer harmonieusement dans la vie du consommateur. Il est important également de maintenir un échange continu entre marques et consommateurs. Cela va impliquer une collecte de données très importante et par la suite une action basée sur cette data collectée pour répondre aux exigences des consommateurs. Et il convient de rappeler à ce point-là que les outils numériques ne sont pas des simples accessoires de décor, mais des éléments centraux dans la Customer Journey et dans l'expérience client. Et donc, nous sommes convaincus que l'intégration des outils digitaux sont des outils complémentaires, des outils d'appui à la variable humaine et ne la remplacent pas du tout. Donc, il est essentiel à ce point-là de comprendre le rôle du point physique dans l'écosystème du retail, car il va se positionner comme étant un point facilitateur de l'expérience. Et la dimension esthétique est un point hyper important parce que l'esthétique va stimuler le sens des consommateurs et va les aider à s'immerger encore plus. Et la fluidification du processus devient une nécessité pour éliminer toute source de friction. On l'a bien compris, mais il faut bien le répéter parce que c'est essentiel dans la gestion du parcours client agile. Et enfin, cette expérience client réussie se résume à être simple. Simple à adopter, simple à vivre, simple à manipuler et ainsi offrant une expérience mémorable aux consommateurs. Donc, Univers Retail est convaincu que la dimension humaine est inséparable du point de contact et que la marque qui intègre les outils digitaux reconnaît que l'excellence opérationnelle est le fruit du travail humain et non de la machine. Et c'est grâce à elle que la marque arrive à tisser cette expérience humaine. Aujourd'hui, les détaillants sont face à un défi en les comparant en fait avec les pure players ou les retailers online. Et tout simplement parce que les deux types de marques n'ont pas les mêmes structures. Dans ce cas de figure, et afin de garder leur magasin attrayant, une marque doit avoir une excellence en magasin, une expérience dite excellente, oui, mais elle doit également penser à réduire des coûts. Cela en réduisant le nombre de magasins ou la surface en magasin. Mais il faudra donc réduire en parallèle le stock qui est dédié à l'approvisionnement de ces points de vente. Et du même coup, elle doit être en mesure de faire une offre significative, une offre qui reste pertinente et qui répond aux exigences de ses consommateurs. Et c'est là où le Digital In-Store peut aider. À notre avis, Cloud Shelf fait partie des solutions qui ont de l'agilité dans leur ADN. Elles s'adaptent à la marque et à ses besoins, et cela pour livrer des résultats en adéquation avec les objectifs. Je laisse la parole à Ghislain, CRO de Cloud Shelf, pour nous faire découvrir la solution et les marques qui l'ont adoptée. Ghislain, à toi. Merci beaucoup, Ralia. Alors, je vais me mettre debout, ce sera peut-être un petit peu plus simple pour animer. Alors, rapidement, Cloud Shelf, c'est une solution qui permet de créer des interfaces interactives dans les points de vente. On utilise le contenu qui vient du site e-commerce du retailer. On prend tout ce contenu et on crée des interfaces qui permettent de mettre en avant les produits, soit des produits que vous ne pouvez plus exposer parce que vous n'avez pas assez d'espace dans votre magasin et donc ça peut faire de l'extension de gamme, soit pour faire du visual merchandising. Bon, après, il y a plusieurs use cases qui peuvent en découler. Alors, tout d'abord, comment ça marche ? Tout d'abord, il faut un écran. Donc là, on a mis un grand écran, mais ça pourrait être des écrans plus petits. L'idée, c'est que vraiment ça corresponde à votre environnement dans votre magasin. Donc, en fonction
du style de votre magasin. C'est important, comme disait Ralia tout à l'heure, que vous choisissiez un hardware qui corresponde bien, tant en termes de taille et de nombre de devices que vous allez vouloir mettre dans votre magasin. Il est parfois plus intéressant d'en mettre plusieurs parce que les gens comprennent un petit peu mieux que l'expérience digitale fait complètement partie de l'expérience magasin. Et, alors que quand vous en avez parfois qu'un seul, ils ont l'impression que c'est quelque chose un petit peu juste pour faire de la publicité. Ensuite, la partie software, donc l'idée c'est d'apporter toute votre offre, vos images, vos descriptifs produits, les prix sur cette interface. Et alors et je vais vous expliquer un petit peu plus concrètement la valeur que ça peut apporter. Donc, une fois qu'on a repris tout ce contenu, l'idée, c'est vraiment d'avoir une expérience tant avec les vendeurs. Très souvent, ça peut être du self-service, mais dans beaucoup de marques, quand même, la valeur, elle passe par le conseiller en magasin. Et c'est une expérience qui doit être partagée entre le client et les conseillers en magasin. Le positionnement, comme je disais, dans le magasin, c'est très important. En fonction de votre merchandising, par exemple, vous allez mettre votre écran sur une gamme de produits donnés et un autre écran pour une autre gamme de produits. C'est ça, parce que c'est là où vous allez pouvoir faire vraiment de l'extension de gamme en disant je mets quelques exemples en physique. Les clients, on le redira, sont contents d'aller en magasin. Ils aiment bien voir les produits, les toucher, les essayer et être conseillés. C'est pour ça qu'ils viennent en boutique et toutes les statistiques le montrent. Les gens continuent à aller en magasin. Mais comme je disais, il y a quelques conditions en termes d'expérience. Le digital doit vraiment rentrer dans l'expérience du magasin que vous souhaitez. Il n'y a pas une expérience digitale dans un coin, une expérience physique dans une autre partie du magasin. Donc, mettez vos écrans et mettez cette expérience dans le parcours des clients dans votre magasin. À un moment donné, ils veulent acheter une certaine catégorie de produits. À côté des quelques produits que vous avez exposés, mettez l'interface pour être sûr qu'au moment où moi, en tant que client, je cherche tel produit, je vais avoir accès à toute l'offre. Et c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir plus de chances de closer la vente. Donc, ce que je disais, la compréhension des besoins et exigences des consommateurs, en fonction de dans quel état d'esprit sont vos clients quand ils viennent dans le magasin. Est-ce qu'ils sont peut-être déjà allés online auparavant? Ils savent déjà quels produits ils veulent aller voir. Quel type de produits en général les attire tout d'abord, etc. C'est important de le comprendre parce que là, vous allez peut-être briefer votre équipe et adapter l'interface en fonction de ce qui marche en général le mieux. Alors, l'extension de gamme, c'est un des cas d'usage. C'est un cas d'usage quand même qu'on voit assez souvent. Comme disait Khalia, vos magasins souvent ont des contraintes d'espace. Vous avez une gamme de plus en plus riche sur votre site web parce que vous êtes en compétition, entre autres parce que vous êtes en compétition avec des pure online players. Donc, il est important que vous puissiez montrer cette richesse de gamme. J'ai quelques produits, quelques échantillons, j'ai pas toutes les couleurs, j'ai pas toutes les tailles. Et le digital permet de montrer ça. Il permet aussi de montrer les produits en usage, en contexte. C'est pas facile de recréer ça tout le temps dans une boutique. Vous avez souvent un contenu de grande qualité sur votre site internet. Réutilisez-le pour recréer cette ambiance de marque, reparler de vos produits grâce à ce contenu qui souvent raconte une histoire souvent inspirante. Le rôle du vendeur, des conseillers est clé. Même si au tout départ, vous avez peut-être une petite partie un peu self-service où peut-être le client va aller directement sur l'interface et commencer à regarder les produits, très vite, il faut que le conseiller joue son rôle d'accompagnement, de conseil, et en fait, il aura lui-même un intérêt à aller sur l'interface parce que souvent, de voir les produits en contexte, en usage, avec des descriptifs riches, eux-mêmes vont devenir des vendeurs un peu plus compétents, un peu plus, qui sauront mieux valoriser les produits et mieux raconter une histoire. Donc, ils ont leur intérêt directement à utiliser ce type d'interface. Alors, quelques exemples qu'on a sélectionnés. Alors, on a déployé Cloud Shelf pour, là, c'est 2 opérateurs télécoms. Bon, Vodafone, qui est un grand opérateur européen, et Air, qui est un opérateur irlandais. Là, leur choix, ils ont des boutiques qui ne sont pas très grandes. Ils vendent évidemment des téléphones mobiles, mais ils vendent beaucoup d'accessoires. Et ils ont fait le choix
seulement sur ce range de produits-là, de dire on va arrêter de tous les exposer physiquement, on va les vendre via une interface interactive. Et là, en l'occurrence, eux, ils ont un modèle où les vendeurs sont directement incentivés sur les ventes qu'ils font. Donc là, on peut mesurer non seulement les ventes qui ont été faites par magasin, mais aussi par vendeur. Et pour eux, c'était essentiel que les vendeurs soient incentivés comme s'ils avaient vendu un produit physique. Donc là, on est vraiment, je dirais, fortement dans cette idée de c'est du digital qui va non seulement aider les vendeurs à mieux présenter les produits, mais qui va rentrer directement dans leur incentive. Donc on le sait tous, souvent encore le digital est vu en opposition aux ventes physiques et c'est parfois vécu encore comme ça dans les magasins. Là, c'est vraiment le digital qui s'intègre complètement dans l'expérience des clients, on l'a dit avant, mais là aussi dans vraiment comment fonctionnent les incentives pour les vendeurs de façon à s'assurer que pour eux, ça ne soit pas du tout disruptif en termes de comment je présente les produits aux clients. Un deuxième exemple, c'est Medzi-Edit, un retailer à Londres donc, qui vend des chaussures pour femmes, plutôt haut de gamme. Et eux, vraiment, ils ont voulu faire un magasin très épuré, c'est très agréable dans ce magasin. Donc il y a vraiment une ambiance de découverte de produits, mais il n'y a pas beaucoup de produits qui sont exposés. Donc là, extension de gamme sur l'ensemble de leur gamme de produits. Et un souhait aussi de vouloir donner ce qu'ils appellent eux un style, ils nous ont dit le mot moderne, pour vraiment montrer que le digital fait partie de l'expérience du magasin et pour eux c'était un signe de modernité de pouvoir montrer que les interfaces digitales font partie intégrante de l'expérience magasin. Donc il y a un côté un peu merchandising également. Voilà, avoir CloudChef en magasin pour faire l'extension de gamme et mieux présenter les produits à nos différents clients où là vraiment les vendeurs sont vraiment dans un rôle de conseil. Troisième exemple, Goldfinger. Alors, magasin de meubles et décorations. Très beau visuel sur leur site web. Donc là, bien sûr, extension de gamme aussi. Ils ne peuvent pas exposer tous les meubles qu'ils vendent, bien sûr. Mais aussi vraiment le côté visual merchandising, de très beaux visuels avec des meubles en contexte, en usage, qui donnent évidemment des idées d'upsell, de cross-sell aux vendeurs et aux clients aussi. Donc là, ils bénéficient. Et là, on est vraiment sur le cas vraiment je dirais plus généralement, de tous ces magasins qui peuvent vraiment, parce que en l'occurrence les produits sont souvent de grande taille, il y a une vraie question qui se pose en disant est-ce que je réduis mon nombre de boutiques? Est-ce que je fais plus que des pop-up? Et là, vraiment, d'avoir cette interface peut vraiment améliorer le ROI pour pouvoir montrer beaucoup plus de produits que les gens ne s'en aillent pas dès qu'ils n'ont pas vu l'ensemble de l'offre. Quatrième exemple, Soupasnog. Alors Soupasnog, ils vendent des chaussons et eux, ils n'ont pas de magasin. Ils sont seulement distribués chez des multimarques. Donc, pour être distribués, l'intérêt pour eux et pour leurs distributeurs, c'est d'avoir peu de surface chez leurs distributeurs et où effectivement ils vont montrer quelques produits, mais vraiment quelques. Et là, vraiment, l'interface leur permet de créer un mini corner qui pour autant peut montrer l'ensemble de leurs produits chez leurs distributeurs qui de toute façon ne peut pas leur allouer beaucoup d'espace. Donc là c'est vraiment ça leur donne la capacité à se faire distribuer beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus, je dirais, complète. Voilà. Alors là, le modèle économique, évidemment, il faut qu'on intègre le modèle économique aussi du distributeur. Donc là, sur les ventes qui sont dans l'interface, on mesure et on fait l'allocation du revenu sharing. Donc le CloudChef est une excellente compte. Enfin, je vous laisse lire. Hein. Voilà. Et dernier exemple, Jarrold. Jarrold, c'est un department store en Angleterre. Et alors, c'est un department store traditionnel anglais qui a une longue histoire où on sent vraiment cette histoire quand vous allez dans leur magasin, mais qui, ces dernières années, se sont beaucoup digitalisés. Ils ont un site web avec énormément de produits. Ils ont même techniquement une marketplace derrière. Donc ils ont des dizaines, ils ont des milliers de produits. Et ils ont un sujet qui dit OK, comment on crée vraiment une dynamique omnicanale entre cette richesse qu'on a en ligne et l'ensemble des marques et
il y a des marques connues, mais il y a aussi beaucoup de marques locales dans leur department store et pour eux, c'est assez important. Donc, ces petites marques profitent du trafic sur le web. Mais comment on crée cette dynamique avec cette richesse digitale et l'expérience magasin? Donc, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre des écrans dans les différentes allées du department store qui sont là plus dans un contexte de vraiment de merchandising pour attirer du trafic dans les différents magasins et différents espaces du department store. Et ensuite, des écrans à l'intérieur des magasins pour effectivement faire de l'extension de gamme, montrer et mieux décrire l'ensemble des produits que ce qu'ils peuvent le faire physiquement. Et eux, en fait, ce qu'ils souhaitent faire, entre autres, alors ils ont aussi une partie food, dont ils font le témoignage d'ailleurs, vous le verrez après, où vraiment, évidemment, sur la partie food, ils peuvent montrer ils ont des paniers très jolis, et donc ils ont les visuels, et évidemment, ça crée du trafic dans l'espace. Donc, ce qui est très important pour eux, c'est vraiment de se dire, souvent l'omnicanal, on dit, ouais, c'est du web vers le store. Et en fait, typiquement, là, c'est un exemple d'un acteur qui, oui, bien sûr, il y a du web vers le store, mais aussi, depuis le magasin, je peux créer du trafic sur le web. Parce qu'ils se disent, aussi en montrant ces interfaces digitales, il y a des gens qui viennent dans les magasins qui ne connaissent pas ou peu leur site web et leur offre digitale. Donc ils disent, bah, en fait, ça va aussi donner des idées. Ils vont peut-être acheter un produit maintenant, mais après, ils vont voir aussi tout ce qu'on peut avoir en ligne. Ça leur donnera envie d'aller ensuite sur le web pour découvrir plus de produits, etc. Donc on est vraiment sur du vrai omnicanal, web vers magasin et magasin vers web. Oui, alors voilà, merci Khalia. Donc on a beaucoup parlé avec Khalia, peut-être trop, je ne sais pas. Si vous avez des questions ou vous voulez échanger sur un point. Surtout relative aux use cases, avant de continuer. Bon, on peut continuer donc. Merci. Et donc, nous allons mettre en avant les 10 points à retenir quand on a pensé à l'intégration des outils digitaux dans le point de contact physique. Mais avant, nous voulons rappeler qu'une marque donc, peut adopter plusieurs points de contact physiques et chacun répondant à des objectifs spécifiques. Et qu'elle va intégrer l'outil digital le plus adapté au consommateur et à son parcours au sein de ce point de contact. Alors, nous avons sélectionné les 10 points à retenir quant à la thématique, mais je vais vous résumer ces points en quelques mots. Il est important aujourd'hui de penser au parcours client agile pour le développement d'une expérience client globalement positive au sein de tous les points de contact. Mais pour cela, il faut créer une expérience holistique et il faut que cette expérience soit efficace. Et plusieurs éléments sont donc essentiels. Il est crucial de développer et concevoir un point de vente physique qui encourage l'immersion et l'interaction et que le touchpoint avec le digital soit fluide. Il est important à ce point-là que si on va renvoyer les consommateurs vers le site e-commerce, que le site soit efficace et transactionnel et que le consommateur puisse effectuer ses achats en toute facilité. Et donc, la Customer Journey doit être soigneusement orchestrée pour inciter le consommateur à prolonger son expérience au sein de ces points de contact. Et donc, les marques devraient maîtriser leur processus du parcours du consommateur de bout en bout pour favoriser une expérience locale et qui est fluide, et ensuite que cette expérience se traduise en expérience globale positive. Il est crucial de respecter les caractéristiques de ce point de contact physique et d'intégrer harmonieusement les outils digitaux dans l'espace. Et ces outils doivent venir aider ou soutenir les vendeurs et ne pas les remplacer. Elles doivent également élargir la gamme, faire découvrir des produits, donner encore plus d'informations et peut-être élargir nos rayons ou notre stock. Et dans ce monde où le comportement du consommateur devient encore plus compliqué et hybride, il est primordial de répondre aux exigences des consommateurs en fluidifiant l'expérience à travers tous les points de contact qu'on a présentés, qu'on a créés, afin d'avoir une expérience consistante et cohérente. Ghislain, à toi pour les observations finales. Oui, peut-être deux points
Le premier, sur l'agilité. Dans ce qu'on vous a montré, en particulier avec CloudShelf, vous avez peut-être déjà vu des expériences un peu comme ça chez des gros retailers. Ikea a de plus en plus une expérience d'extension de gamme. Decathlon, là aussi, en particulier dans le nord de la France. Donc, il y a déjà des initiatives, sans rentrer dans le détail des fonctionnalités et de les comparer. L'idée, c'est de dire que ceux qui l'ont fait, c'était des très gros retailers qui avaient des très gros moyens. Et maintenant, c'est possible de le faire avec en l'occurrence, CloudShelf est une solution dite SaaS. Bon, mais je veux dire, ce type de solution aujourd'hui, il y en a de plus en plus sur le marché et permettent à des retailers beaucoup plus petits de pouvoir supporter l'intégration et l'investissement nécessaire pour ce faire. Donc ça, c'est un premier point. Donc l'agilité, elle est beaucoup là, dans des setups beaucoup moins longs, beaucoup moins d'intervenants et un budget qui n'a rien à voir avec ce qui existait auparavant. Le deuxième point, c'est qu'il y a d'autres cas d'usage qui sont en train d'arriver. Je pourrais vous en partager par exemple un. Vous avez peut-être déjà vu ce qu'on appelle le système de wishlist. Donc depuis l'interface digitale en magasin, je peux créer une liste de produits qui m'inspirent. Je ne suis pas du tout sûr de les acheter pour le moment. C'est juste que je les trouve sympas, je ne l'ai peut-être pas prévu. Je me crée une wishlist. Et cette wishlist, typiquement, c'est quelque chose que je peux partager avec un vendeur. Et ce qui crée d'ailleurs, qui renforce la relation avec le conseiller et ce qui valorise le conseiller comme un vrai conseiller. Et après, je peux partir du magasin, réfléchir à ma wishlist parce que c'est quelque chose que je discutais avec mon conjoint si c'est des meubles ou de la décoration, parce que c'est des habits un peu haut de gamme et c'est un coup de cœur et voilà. Et à distance, je peux encore itérer avec le conseiller qui va peut-être me proposer un autre produit, un produit complémentaire, qui va me mettre un commentaire. Moi-même, je vais la changer un petit peu. Et puis à un moment donné, je vais vouloir passer à l'achat sur au moins certains d'entre eux. Et je passerai à l'achat soit parce que je retourne en boutique, soit parce que je vais sur le web et je finalise, je passe de ma wishlist et je les pousse dans mon caddie. Et ça, vous l'avez peut-être déjà un petit peu vu. Il y a un magasin qui s'appelle The Reformation à Londres qui le fait déjà très bien. H&M qui a fait une initiative dans les changing rooms, dans les salles d'essayage, pardon, où là, de la salle d'essayage, je me crée une wishlist de produits, je fais envoyer, ça part chez un conseiller de la boutique qui lui a vu, parce qu'il sait que c'est dans la changing room numéro 3, il va m'apporter les produits que j'ai sélectionnés. Donc voilà, donc voilà, je voulais juste introduire, bon, c'est quelque chose qu'on travaille et que nous on est en train d'implémenter parce qu'un client on l'avait dans un coin de nos têtes et un client en particulier souhaite l'avoir. Mais voilà, c'est probablement que le début et donc ça va être intéressant de voir comment les différents retailers se l'approprient. Ça sera différent, je pense, en suivant la catégorie de produits qui est vendue et aussi du positionnement du magasin. Par exemple, sur des produits très grand public, il y aura probablement des parties où le self-service va pas mal se développer. Dès qu'on monte en gamme, ça sera vraiment le conseiller qui sera au centre de l'expérience de la marque et du magasin. Mais donc ça sera des outils qui devront l'aider à mieux vendre et à mieux présenter les produits et certainement pas des outils digitaux pour justement ne plus avoir de conseillers pour ce type de segment. Voilà. Merci Ghislain, merci à vous tous. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions. Et sinon, on est ravis de vous accueillir au stand VIP and Press, au fond. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous deux, Galia et Ghislain. Et effectivement, on va profiter, vu qu'il nous reste un tout petit peu de temps, on a 5 minutes, pour que vous puissiez répondre à certaines interrogations ou à des remarques, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des réactions? Oui, monsieur. J'avais une question. Vous parlez on m'entend? Oui. L'implication des vendeurs dans les boutiques. Vous parlez par exemple, quelqu'un qui a une expérience, qui a fait sa wishing list et voilà, c'est mieux. Voilà. J'ai fait ma wish list, je reviens, mais je vais commander en ligne. Est-ce que vous traquez le fait que le revenu soit à la boutique ou alors sur le site web? Parce que ça, c'est un des grands enjeux et qu'aujourd'hui, les gens qui s'occupent des sites e-commerce, ils veulent garder leurs chiffres et ils ne vont pas vouloir retourner le chiffre vers la boutique, qui a été le premier lead en fait. Absolument. Comment vous traquez ça? Oui, c'est important de le traquer. Nous, en fait, pour tout vous dire techniquement, même dans les périodes de check-out qu'il y a dans le magasin, techniquement, aujourd'hui, si on peut faire un paiement en QR code
Alors, ça peut aussi se faire à la caisse. Dans celle-là, il n'y a même pas de débat, c'est boutique tout de suite. Mais nous, ce qu'on propose aussi, c'est un paiement par QR code. Et là, techniquement, ce qu'on fait, en fait, après, je finalise le paiement sur mon téléphone mobile. L'idée, je ne veux rien saisir de données personnelles sur un écran qui est partagé. Mais derrière, en fait, c'est le check-out de la plateforme e-commerce. Donc, par défaut, on est tagué dans e-commerce. Mais nous, en fait, on tag, on les voit, nous, les flux. Et on fait un dashboard pour le client pour dire, en fait, tout ce que tu vois là, en fait, c'est de la boutique A ou de la boutique B. Et donc après, effectivement, il faut réconcilier. Et donc, parfois, il faut se brancher à l'ERP du client pour les mettre en moins la boutique. Bon, mais c'est pas... voilà. Et donc, sur la wishlist, à partir du moment où l'écrit en boutique, nous, après, on la track jusqu'au bout. Et même si c'est fini online ensuite, de la même façon qu'en magasin, on pourra dire, oui, c'était fini online, mais /cloud/boutique numéro 4. Et voilà. Merci, ça c'est une interrogation effectivement qui est apparue dans plusieurs des conférences aujourd'hui. C'est essentiel, autrement ça ne marche pas. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou des demandes de précision? Monsieur, je vous ai vu relever la main. Oui, eh ben on y va. Enfin, je ne veux pas accaparer le micro. Hein. Est-ce que vous pouvez nous donner des ordres de grandeur de budget pour implémenter, je sais pas, j'ai une boutique, j'ai un gros site e-commerce et j'ai quelques corners, etc. Pour implémenter ça, entre le coût des écrans, le coût du hardware et l'implémentation, parce que vous coûtez de l'argent un peu, oui. Votre travail. Donc, c'est essentiellement la partie hardware avec installation, ça va souvent ensemble, et la partie software. Alors, nous chez CloudShelf, je peux vous donner un contexte parce que j'ai l'habitude, mais nous on fait que le software. Le software, c'est en fonction des fonctionnalités que vous voulez, entre 50 et 150 € par mois par magasin, en fonction du nombre d'écrans, en fonction des fonctionnalités, du niveau de support que vous voulez. Il n'y a pas de prix de setup, sauf si après il y a des branchements IT très spécifiques. Mais juste pour reprendre le contenu digital, catégoriser quel produit je veux mettre en avant, on a plein de clients, on a pu faire des branchements, je dirais, avec des ERP, des CRM, etc., ce qui est tout à fait possible, hein, parfois il y a. Mais donc zéro setup. Financièrement, si c'est juste les fonctionnalités que je vous ai décrites. Ensuite, sur la partie hardware et installation. Les écrans, en fonction du type d'écran que vous voulez, nous on conseille en général au moins 15 pouces jusqu'à une 30 pouces. Après, ça fait un peu grand pour quelque chose d'interactif et l'expérience, elle est plus si bonne que ça. Si vous êtes quelqu'un qui est un peu petit, typiquement, vous voyez, s'il est obligé de lever le bras comme ça, au bout de 3 clics, il en a marre, quoi. Donc, voilà, et là les prix, si vous voulez, ça aussi entre, on va dire, 400 et avec tout le setup que vous voulez autour de l'écran, ça peut peut-être aller jusqu'à 1500 €, quoi, en fonction. Et moi, je suis sur le compte de Google Chrome, là, je peux vous montrer 2 écrans différents pour vous faire une idée. Après, on a des clients, ils disent non, le hardware c'est un peu coûteux, on n'est pas sûr. Par contre, le côté applicatif, ça nous intéresse. On a des tablettes. Et ils partent avec des tablettes 11 pouces. Et là, ils sont sur un usage un petit peu différent de ce que je vous ai montré. Ils sont souvent avec un usage où la tablette, en fait, c'est l'outil du conseiller. Alors, nous, on oriente très très fort pour que ça ne soit pas juste la tablette du conseiller, c'est une tablette pour le conseiller et le client. Il faut que ça soit très très customer facing. C'est là où on pense qu'il faut aller. Donc, c'est pas quelque chose pour gérer le back-office, etc. Mais donc, clienteling avec une tablette. Et avoir quand même un endroit où poser la tablette ou de façon à ce que quand même les clients des fois spontanément ils vont peut-être commencer un petit peu à regarder si le vendeur n'est pas disponible tout de suite. Et dans ces cas-là, il y en a quelques-uns, c'est le prix d'une tablette, vous pouvez prendre une tablette iOS, Android, ce que vous voulez. C'est web-based, donc en fait il n'y a pas besoin de hardware spécifique ni quoi que ce soit. Merci pour cette transparence. Galia, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Non, pour juste rebondir sur cette idée, ça dépend à chaque fois de l'objectif du retailer. Qu'est-ce qu'il veut en fait de cet écran et comment il veut créer l'expérience. Parfois, on souhaite créer des expériences qui sont labellisées comme expériences partagées entre vendeurs et entre le client. Et d'autres fois, l'objectif de la tablette ou du pod est juste pour informer, pour présenter un produit, et d'autres pour avoir une fonctionnalité plus transactionnelle, si on veut le faire comme ça. On a vu tout à l'heure des exemples chez CloudShelf de cette utilité partagée entre clients et vendeurs et qui crée encore plus d'expériences positives et in-store.
Une dernière remarque peut-être ou demande de précision par rapport à la présentation qui nous a été donnée? Mais je crois que tout était clair, ou alors on va venir vous voir, hein, Galia et Ghislain. Parfait, Il me reste à merci. vous remercier. Merci beaucoup à vous deux. Merci à tous. Merci.